Macron, c'est l'entreprise, c'est l'écrasement des faibles, c'est c'est Jupiter, je décide seul, personne ne me résiste. On a vu ça pour le code du travail, on a vu ça pour les lois antiterroristes, on a vu ça pour les sans-papiers. C'est c'est- c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Hein. On rejette les gens à la mer et tout le monde trouve ça très bien. Et là, il y en a qui seraient contents aussi qu'on refoute qu'on refiche, pardon, je suis vulgaire, les zadistes dans les temps de Saint-Jean et ce serait très bien pour certains. Et Macron, il développe ça, il exacerbe ça. Et, euh, et je pense qu'il est prêt à tous les dégâts collatéraux. L'abandon du projet, pour moi, il a clairement marqué un tri dans les soutiens qui avaient une critique ou une analyse politique de la situation, au sens large du terme, et ceux qui avaient soit des intérêts à que l'aéroport se fasse pas, des intérêts personnels ou purement écologiques de base, en fait, et des gens qui avaient une critique peut-être plus anticapitaliste, antilibérale, anticonsumériste. Et je pense que l'abandon de l'aéroport a marqué un peu une scission ou un tri qui s'est fait justement entre ces deux types de personnes. Ah bah il y a tout un pan de la lutte, pas énormissime, mais il y a tout un pan de la lutte qui veut pas continuer à se battre là, dans la situation là, quoi. C'est parce que c'est pas la même lutte en fait. Des gens qui se sont engagés contre l'aéroport, ils se sont pas forcément engagés à ce que la ZAD reste ou à soutenir la ZAD ou à soutenir un truc comme ce qui se passe sur la ZAD. Du coup, en vrai, bon, bah l'aéroport c'est fini. Et pour tout un tas de gens, voilà, c'est fini. Ils vont pas poursuivre dans la lutte en fait. Soit on s'arrête juste au simple fait de l'aéroport, soit on va jusqu'à l'aéroport et son monde. Euh, et il y a des gens qui en sont pas à cette critique globale en fait d'un système et de ce que peut représenter la construction de cet aéroport. Euh, pour moi, l'écologie, elle est pas dissociable d'une critique politique plus large, d'une critique anticapitaliste, antilibérale. Euh, et je pense que les gens qui ont abandonné un peu cette lutte vont pas chercher à pousser leur critique au-delà. Il y avait une carte à jouer de noblesse, euh, de fervents défenseurs du climat, etc. Il y avait une carte à jouer du point de vue image pour Macron. Et sur l'abandon de l'aéroport. Donc il l'a joué et il l'a bien joué de son propre point de vue. Après, euh, il y avait une forte, et il y a toujours une forte demande revancharde des gens qui n'ont pas eu leur bel aéroport, d'une part. D'autre part, il y a cette volonté euh, de, de ratisser tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui n'est pas le mouvement En Marche, etc. Et euh, il, euh, il, crée, il crée une situation dont les conséquences, il ne les maîtrise pas. Plein de gens ils disent c'est une lutte écologique, moi ça me fout en boule. Enfin, il y a plein de, je sais pas, il y a plein de manières de voir qui se côtoient. Moi, l'écologie, globalement, ça me fait chier souvent. Enfin, où je trouve plein de trucs qui sont portés là-dedans, c'est assez dur. Enfin, ou de manières de porter des trucs, parce qu'il n'y a pas une écologie. Mais non, bien sûr, c'est pas, enfin, c'est pas une lutte qu'on peut réduire à un mot de toute façon ici, quoi. Il y a plein, ouais, je sais pas, il y a plein de manières de faire, quoi, dans cette lutte. Ce qui se joue, c'est un symbole d'autonomie, de solidarité, d'entraide, où les gens pensent par eux-mêmes, par leur tête, et c'est ça qui est inacceptable à Macron. Le discours autour de l'état de droit, c'est complètement un prétexte. Et si on regarde bien lui, Macron et ses affidés, eh bien l'état de droit, il ne le respecte que quand ça l'arrange. Et autrement, il s'en... Ce qu'on a vécu de cette zone de non-droit, cet endroit où on s'organise sans flics, sans juges, sans hôpitaux psychiatriques, c'est quelque chose qui a bouleversé énormément toutes nos existences, quoi. Ce qui faisait la force du mouvement anti-aéroport, c'était
la composition large, les soutiens divers et variés, les gens qui trouvaient légitime la forme de résistance qui alliait barricade de papier juridique et occupation physique sur le terrain, mais qu'une fois l'abandon du projet d'aéroport prononcé, il y a plein de gens, y compris des camarades proches, qui disent en fait, maintenant il faut rentrer dans les clous. Maintenant, il y a même des gens qui disent il faut rentrer chez vous. Si on a perdu des soutiens, comme tu dis, je sais pas si c'est perdre des soutiens, mais en tout cas c'est perdre la compréhension des gens, à savoir pourquoi est-ce qu'on restait ici quand même. J'ai l'impression que pour certaines personnes ça peut être compliqué de comprendre un peu le mode de vie, même quand on parle pas du gouvernement, de comprendre le mode de vie qu'il y a ici, c'est pas toujours facile, que c'est nouveau pour plein de gens, hein. Tous les appels massifs à des grosses manifs et tout qu'il y a eu les derniers temps, ils étaient contre l'aéroport et pour l'avenir de la ZAD. Il y a cette question de l'avenir de la ZAD, c'est rajouté aux revendications par rapport à l'aéroport. Du coup, après, quand l'aéroport s'arrête, c'est que c'est un changement de phase. En fait, tu te trouves plus dans la même situation. Plein de gens, par exemple, dans le coin ici, ils comprennent ils ont compris qu'on venait occuper la zone là contre l'aéroport, mais ils comprennent moins qu'on veuille rester après et qu'on paye pas de loyer, et... Je crois que le fond de l'histoire, c'est que l'État se sert de la ZAD pour imposer une image d'un État qui a de l'autorité, un État qui a de la puissance, et que ce que nous, on a comme image à rebours de cette image d'autorité, c'est l'image de la solidarité, l'image d'une zone où les gens arrivent à vivre ensemble malgré leurs différences, et que l'État cherche de manière délibérée, systématique, non pas tant à s'attaquer à des lieux, mais s'attaquer à ce principe même de solidarité. Et c'est le triomphe de l'industrialisation, de la parcellisation du travail, de la fragmentation du mouvement ouvrier, tout ça. C'est ce phénomène-là qui a complètement détruit l'idée de commun et le fait que tout doive passer par la propriété privée. Hein. Donc ça, c'est une des catastrophes qu'on a vécues, la perte du commun, et qui est en train de se renverser, parce que maintenant, même des gens pas très informés ou intéressés politiquement, maintenant, si on leur parle de commun, ça veut dire quelque chose. Il y a 20 ans, ça voulait rien dire. Depuis que je suis là, on nous promet tous les 6 mois à peu près de nous expulser. Donc on s'était organisé avant, on a une radio civile qui fonctionne, on a des gens qui font des points de guet sur les entrées, voir comment ça se passe. On a une radio qui relaie à tout le monde où ça en est, où sont les flics, s'ils avancent, s'ils reculent, quels sont les points de circulation, quels sont les points d'entrée, où tu peux déposer des affaires, toute espèce d'organisation qui est faite avec juste l'organisation de départ, mais après c'est la bonne volonté des gens et la bienveillance des gens qui fait que ça marche. Ils sont arrivés très très tôt un lundi matin, on savait plutôt qu'ils allaient venir le lundi matin, du coup c'était barricadé. Et puis je sais pas, je dirais comment ils ont procédé, un peu sans surprise, hein. Ils viennent, ils tiennent des routes, c'est assez habituel par rapport à 2012 par exemple qu'ils tiennent les routes et nous on tient les champs. Et du coup ils sont passés par la route des chicanes et puis commençaient à expulser des lieux tout autour, mais ils sont venus milieu de nuit quoi, à 3h du mat'. À nombreux, bien équipés avec les chars, les hélicos, les drones, je ne sais quoi encore, sûrement tout un tas d'équipes de spécialistes en tout genre, je sais pas quoi exactement. Et puis voilà, ils ont commencé à expulser différents lieux, quoi, plutôt au bord de la route, des chicanes. Ils nous ont envoyé l'armée, zone militaire, 2500 gendarmes, des tanks, des hélicoptères. Un peu surprenant de vivre dans une zone de guerre en France. Et avec, le pouvoir passera par la force et uniquement par la force. Pas de dialogue, rien. On vous écrase et après on discute. La première semaine, ça a été plutôt compliqué. Déjà avec toute la gestion qu'il y avait à faire avec
l'accueil des gens et tout ça, vu qu'on est dans le quartier où ça a été un peu plus tranquille, si on peut dire ça comme ça. Il y avait quand même beaucoup de trucs à gérer, à installer. Ça s'est fait d'un coup. Les gendarmes ils sont arrivés. Presque c'était irréel en fait. On entendait péter ici et il fallait quand même qu'on discute dans ce quartier-ci. C'était un peu bizarre quoi. Mais sinon, ouais, ça a été alterné entre le quartier ici, s'occuper des barricades, s'occuper des nouveaux arrivants, s'occuper de la communication et aller sur le terrain là-bas. Ouais, c'était bien chargé quoi. Très souvent, ils sont venus, les flics, provoquer et attaquer à des endroits qui sont pas les endroits où ils avaient intérêt à faire quelque chose, quoi. Ils ont fait chier à la main fâchée, vers les vrais rouges et les fosses noires, par exemple, tout le temps. Alors tout le temps, il y avait des petites émeutes tous les jours par là, des gaz, des grenades, nanana. En vrai, pendant ce temps, ils étaient en train de détruire des baraques autre part, et puis du coup, il y avait ce truc de faire un affrontement qui cristallisait quelque chose et qui fait que tout le monde était à faire ça à un endroit. Pendant ce temps-là, ils travaillaient peinard à d'autres endroits. J'ai été médic sur des manifestations dans d'autres villes. Et c'est vrai que j'ai jamais vu un tel déchaînement de violence. Et des plaies aussi... Enfin, des blessures aussi graves causées uniquement par des représentants des forces de l'ordre. Au niveau des médics, je dirais qu'on a besoin de monde. On a toujours besoin de monde. On a de plus en plus de blessés, de plus en plus de blessures. Pas forcément la capacité émotionnelle à tout gérer parce qu'au bout d'un moment c'est pareil, nous aussi on lâche un peu prise. Donc on a besoin de monde et quoi qu'il arrive, même sans parler de médic, on a vraiment besoin de monde. Je tousse parce que j'ai mangé beaucoup de gaz lacrymogène ces derniers temps. Il y a eu 3 formes de gaz en réalité. Donc il y a eu le premier qui est donc le gaz lacrymogène classique entre guillemets, donc qui touche un petit peu le système respiratoire. Et qui fait pleurer. On a eu donc le gaz incapacitant, qui lui donc, a les mêmes effets que le gaz lacrymogène, sauf qu'en plus, on peut rajouter le fait qu'il fait vomir, qui donne des maux de tête horribles et que ça peut durer parfois jusqu'à 3 jours. On a eu le gaz poivre, donc 4 types de gaz en fait, le gaz poivre. Donc c'est simplement du poivre, donc ça pique les yeux, ça fait éternuer, enfin voilà. Et ensuite on a eu donc le gaz collant. Donc c'est un gaz qui se présente en gel et qui se colle au visage de la personne gazée et qui reste là et qui manifeste ses effets tant qu'il y a encore du gel sur la peau. Donc ça brûle la peau, ça brûle les yeux, ça fait pleurer, ça fait couler le nez, ça fait tousser, enfin voilà. Ils ont un nombre de personnes avec une puissance matérielle qui fait qu'ils occupent où ils ont envie et comment ils ont envie. Nous on peut juste être là, on dire on n'est pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, ils nous envoient des encerclantes ou des offensives ou du lacrymo en quantité, mais industrielle. C'est juste du rapport de force. L'État dit qu'il est plus fort, nous on dit qu'il est peut-être plus fort, mais qu'on a d'autres formes de résistance ou d'autres formes pour arriver à les contrer. Mais sur la puissance matérielle pure, on est impuissant. Par un tank contre des gens, on se croirait en dictature. On peut pas dire qu'on était prêt quoi, mais on peut dire qu'on savait que ça allait arriver, même si... je sais pas si on peut vraiment être totalement prêt à ce genre de truc là dans sa vie quoi. Les gens ont récupéré 7 mètres cubes de grenades lacrymo ici, et puis a priori il y a 3 mètres cubes, 3 big bags qui ont été emportés par les flics, qui ont été piqués par les flics. Du coup ça veut dire sûrement il y a eu 10 mètres cubes de balancés. J'ai été assez marquée par l'indécence de la presse. Le samedi d'avant, là, le lundi où ils ont commencé les exécutions, ils étaient comme des mouches tout autour, à tourner, etc., à poser des questions complètement indécentes. Est-ce que vous avez peur? Jusqu'où vous irez? Bon, c'est des problèmes importants, mais d'abord, je vois pas ce que, politiquement, je vois pas en quoi ça intéresse leurs lecteurs ou les gens qui les regardent. C'est le niveau zéro de ce qu'on essaye de faire nous quand on veut fournir des explications politiques. Et si tu veux, sur cette question de la peur, j'ai été beaucoup sollicitée là-dessus. Et moi, ma réponse, si tu veux, c'est que
Évidemment qu'on a peur. Il faudrait vraiment être complètement inconscient, crétin, pour imaginer qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Quand on voit ce qu'ils nous envoient, forcément qu'on a peur. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que la peur ne nous paralyse pas. Et le problème, c'est de faire confiance à notre force collective. Et ça, notre force collective, eh bien, elle dépasse toujours ce que, à un moment donné, on peut imaginer. Ah bah là, on entend comme tous les jours et toutes les nuits, encore l'hélicoptère qui tourne au-dessus de la zone, qui nous fiche tous, qui nous épie, nous espionne, nous vole notre liberté de vivre tout simplement. Tous les jours. Qui nous oppresse un peu plus, qui nous stresse, qui nous violente quelque part. Parce qu'on est là juste pour vivre librement et on peut pas le faire. Parce qu'eux, ils ont les moyens de venir nous surveiller de très près. L'hélicoptère, parfois, tourne des nuits entières avec le faisceau qu'il braque sur les tentes pour empêcher les gens de dormir. C'est disproportionné, je trouve. Ils nous lancent des grenades alors que nous, on veut juste faire de la permaculture. Alors la route des chicanes, ça a été historiquement et symboliquement, je pense que c'était effectivement, comme toute chicane ou comme toute barricade, c'était l'intention de symboliser et à la fois de freiner la possibilité d'une intervention rapide dans la ZAD. Et puis petit à petit, c'est devenu un lieu de vie aussi, cette route. Il y a des gens qui vivaient dessus, qui avaient leur cabane juste à côté ou même dessus. Donc petit à petit, c'est une route qui est devenue vivante en fait, qui n'est plus devenue routière. Quand il fait le choix pendant la première vague d'expulsion d'expulser les lieux qui sont les plus fragiles parce qu'ils ont le moins de soutien extérieur, parce qu'ils sont moins organisés politiquement, parce qu'ils ont moins de force matérielle, il fait le pari de casser la solidarité. Il fait le pari que les gens qui ont encore des lieux en dur, ils vont céder, ils n'en auront rien à foutre des gens qui ont leur maison cassée, quoi. Et c'est là un enjeu fort pour nous dans les prochains mois, c'est de lui prouver qu'il a tort, de lui prouver qu'on est capable de reconstruire des lieux pour tous les gens qui ont vu leur maison détruite. Le nettoyage de la D281 par exemple, il était clairement de mettre le doigt sur, en termes de communication, qu'est-ce qui peut diviser d'une part l'opinion publique, en disant « Ah mais oui c'est pas normal, une route ça doit être libre d'accès, les gens doivent pouvoir circuler, des choses comme ça », mais aussi à l'intérieur du mouvement, parce que l'opinion publique il s'exprime aussi dans le mouvement. Et oui, ils savaient où mettre le doigt déjà à ce moment-là en fait. Déjà après l'abandon du projet d'aéroport, ils savaient où ils allaient mettre le doigt pour essayer de nous fragiliser, essayer de créer des dissensions en fait au sein de nous tous. Et ça a été un sujet d'embrouille immédiat dès le lendemain de l'abandon du projet. Et c'est-à-dire qu'au lieu de passer au moins une semaine à se réjouir ensemble d'avoir quand même fait plier plusieurs gouvernements respectifs, on a commencé à s'embrouiller sur cette route. Et donc cette route qui sépare l'Est et l'Ouest de manière un peu symbolique de la zone, elle a été libérée, elle a été rebitumée. Et donc il y avait quelque chose d'un peu aberrant. Finalement, le gouvernement venait de négocier point par point. Les maisons qui sont en bord de route, elles doivent être reculées de 4 mètres. Alors on recule les maisons de 4 mètres. Et puis le 9 avril, début de l'opération militaire, en fait, les gendarmes ils prennent position sur cette route. Et ils coupent vraiment la ZAD en deux en occupant physiquement cette route du sud au nord. Du moment où ils ont arrêté l'aéroport, ils ont dit ça. Ils ont dit, bon, vous avez tant de temps pour déclarer les projets qu'il y a sur la zone, et puis on voit. Et puis au 31 avril, soit les gens qui sont pas partis ou qui n'ont pas de projet agricole viable, on intervient, on expulse. Et ils l'ont fait. Et ils ont expulsé un peu à tout va. Ils ont aussi expulsé des gens qui avaient des projets agricoles, Ceux qui vivaient dans la zone non motorisée, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la zone en fait où tous les chemins d'accès étaient bloqués pour éviter que tout véhicule motorisé puisse y passer. Et la route des chicanes, c'était un peu un préalable à ça en fait, c'est de dire attention là vous allez passer à côté de gens qui vivent ou qui souhaitent vivre en tout cas de manière peut-être totalement décroissante ou je sais pas si on peut dire primitiviste, mais c'est un moyen aussi d'annoncer ça, quoi, d'annoncer que là vous entrez dans une zone qui va repousser en fait les limites du cadre encore plus que d'autres parties de la zone en fait. Je sais pas si on peut dire clairement qui y avait à l'est.
Je sais pas si ça fait peur. Non, mais moi je pense pas que ça fait forcément plus peur. C'est que c'est à l'endroit où pour eux c'est facile d'attaquer. Ils savent très bien. Ils ont l'air assez bien informés sur ce qui se passe de notre côté. Du coup, ils attaquent là où il y a des fragilités en fait. Où il y a déjà des fragilités. Ce temps de trêve, c'est pour moi purement de la communication et on est dans une période où soi-disant l'État nous tend la main en nous proposant de déclarer individuellement des projets sur la ZAD. D'une part, c'est complètement déconnecté de la réalité de la ZAD, ça c'est clair. Je pense qu'on est pas mal nombreux et nombreuses à pas avoir eu envie de négocier à la base. Mais on est sorti d'une certaine manière un peu enrichi des autres composantes ces dernières années et influencé par des composantes qui nous ont accompagnés ou qu'on a accompagnés pendant la lutte contre l'aéroport. Et du coup, il y a une forme de compromission de dire bon, on n'a pas tellement envie de négocier, mais en même temps, même entre nous, hein, on se disait bon, bah, on va quand même tester le truc et puis on verra. On va tester ce que ça donne. Et du coup, il y a eu la proposition de cette identité commune en fait sur la ZAD qui pouvait se formaliser de plein de manières administratives. Et l'idée, c'était une gestion collective des terres, ce qui nous permettait à la fois de rentrer plus ou moins dans les clous légalement, mais aussi de conserver tout ce qui se faisait sur la ZAD. Mais en fait, il n'y a rien dans ce qu'ils nous avaient dit, dans les règles du jeu, qui disait votre projet ne doit pas être collectif. Donc ils écrivent évidemment leurs règles de leur jeu au fur et à mesure. Il n'y avait pas de nécessité dans le processus de négociation qui était entamé à venir écraser militairement un tiers de la ZAD. Absolument pas. À la fin de la trêve d'hiver, ils auraient pu dire bon bah voilà, on fait une étape de bilan, il y a des négociations qui avaient commencé, il y avait une délégation intercomposante qui avait déjà rencontré la préfète, qui lui avait déjà dit clairement qu'elle avait la volonté de continuer à négocier l'avenir de la ZAD avec le gouvernement. On aurait pu continuer les négociations. Ils ont joué le rapport de force. Ils ont détruit un tiers de la ZAD pour montrer qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Ils se sont même permis de détruire des lieux qui étaient clairement dans les clous, comme les sans-noms, comme une manière de dire on fait absolument ce qu'on veut. Hein, et voilà. Ça, c'est évidemment une stratégie délibérée pour casser les logiques de solidarité. Et ça marche pas, parce que même si on a déposé des projets individuels, ces projets individuels, ils sont tous clairement reliés à un projet collectif, qui est le projet pour l'avenir du bocage, pour l'avenir de la ZAD. Et on assume que ces projets individuels, ils sont indissociables les uns des autres. C'est là que le gouvernement veut enfermer les gens dans des projets individuels et économiquement viables à la sauce de la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont sur des parcelles très petites, sur des projets petits, vivriers, qui leur conviennent à condition d'être dans un réseau d'échange et de solidarité. Et ça, le pouvoir veut le casser. C'est inacceptable. C'est trop porteur d'énergie et d'espoir. Et c'est bien ça qui attire les gens ici. Ben c'est juste de rentrer dans le cadre, ils veulent un nom, une activité, ils vont demander d'être productif, d'avoir une exploitation qui nous fait vivre. Mais moi, j'ai pas envie de cultiver des légumes pour les vendre, j'ai envie de cultiver des légumes pour les donner. Donc, ma fiche ne rentrera jamais dans les cases, où ils me diront que mon dossier est pas bon. Mais moi, si je donne des légumes, on me donnera peut-être autre chose, et du coup, j'aurai pas besoin d'acheter. Donc, du coup, est-ce que j'ai besoin d'argent ? Non, je préfère l'échange direct. Par exemple, t'as besoin de légumes, tu me le demandes, et puis pouf, je t'en amène que... Genre, je sais que telle journée, ils ont besoin de tel tant de kilos de tomates ou peu importe. Alors je leur ramène ça, et puis... voilà, je préfère, quoi. Faire des projets individuels qui seraient mis après en concurrence avec des gros projets d'agriculteurs traditionnels, la Chambre et les instances, etc., on sait très bien quel projet ils choisiront, au nom de la solidité économique du projet, etc. C'est pas ça qui est en cause ici. Je pense qu'ils ne comprennent pas comment des gens viennent juste
donner du temps, donner autre chose, donner juste pour donner à l'autre, pas pour dire je vais faire du profit sur l'autre. Il n'y a pas ce côté commercial, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, il n'y a pas ce côté fric. On est dans une forme de sacralisation de la valeur travail où tu es légitime à vivre et à être qui tu es à partir du moment où tu as une activité rémunératrice. On s'oppose clairement à ce mode de pensée en disant effectivement tu n'es pas admis comme un être humain vivant, comme disait Macron, tu n'es pas rien si tu n'as pas d'activité en fait. Au contraire, tu es quelque chose. On a tous dans notre vie des temps de pause, des temps où on a besoin de ne pas avoir d'activité et des moments où on va être hyper actif et on va faire des tas de choses. Et oui, ce qui se passe ici, en fait, clairement, c'est une remise en cause totale de cette valeur travail. Et clairement, cette campagne de communication autour de ça, elle est forte, elle est très habile, en fait. Ben, la résistance, elle y est depuis très longtemps, parce qu'avant, c'était quand même un aéroport qu'on a essayé de nous imposer à peu près de la même façon. Ils ont essayé une fois militairement, ils ne sont pas arrivés. Là, ils ont abandonné l'aéroport en espérant que ce qui s'était créé ici, ils pourraient l'effacer, le faire disparaître comme si ça n'avait jamais existé. Et on a créé depuis des années d'autres manières de fonctionner, d'autres rapports avec les gens, d'autres relations, d'autres modes de fonctionnement. Et plein d'espoir pour tellement de personnes qui sont exclues, oppressées par notre système, par le système étatique et de l'argent. La campagne de communication autour de ces projets individuels agricoles, elle vise aussi à supprimer toute la dimension sociale, culturelle, voire artistique qu'il peut y avoir sur la ZAD, c'est-à-dire qu'on va résumer cette zone à uniquement une zone vouée à l'agriculture. Voire même une zone plus agricole que n'importe quelle autre, parce qu'au final, ils veulent un tout agricole, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des campagnes françaises, où il y a quand même une mixité, même s'il y a des zones de désertification, il y a quand même une mixité des domaines en zone rurale. Moi qui suis sur un lieu, par exemple, je vais aller travailler un jour sur un jardin avec telle personne de tel lieu, qui lui porte le projet, parce qu'il y a toujours des gens qui portent plus que d'autres certains projets. Et tantôt, je vais aller travailler aux ateliers rap, et tantôt, moi, je vais travailler pour moi-même, et tantôt, je vais aider un copain à consolider sa cabane ou à construire son lieu. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont interdépendantes, et on peut pas supprimer une chose, en fait, et l'enlever du tout. Il y a des projets qui se feront très probablement recaler, enfin c'est très possible qu'ils vont individualiser, recaler des choses, et moi je sais pas ce qu'on a comme levier de rapport de force face à ce tri-là en fait quoi. Enfin c'est que je vois bien sur le terrain, les flics ils démontent un truc, ils détruisent une cabane, on peut la reconstruire ou essayer, se battre sur le terrain, on est ensemble vraiment sur le terrain en fait, et on peut bien perdre sur le terrain dans le rapport de force, sur le terrain, le rapport face aux flics et tout ça. Mais face à l'administration, pour moi, il y a un truc très très individualisant en fait. Personne ne peut imaginer l'avenir de la zone seulement comme un espèce de paradis pour les anarcho-autonomes. C'est pas possible en fait. Et c'est même pas désirable en réalité. L'avenir de cette zone, il doit se construire dans un système d'échange extrêmement riche entre des paysans qui veulent revenir à des formes d'agriculture un peu traditionnelles, qui ont besoin de toucher les aides de la PAC, entre des gens qui veulent des formes d'agriculture absolument illégales, entre des gens qui n'ont pas de projet agricole et qui veulent juste avoir sur la ZAD des bases matérielles pour construire... je sais pas, pour construire l'insurrection ailleurs, pour construire des réseaux de solidarité, ou de gens pour qui l'agriculture, elle n'a pas pour fin des réseaux commerciaux capitalistes, mais plutôt le fait d'alimenter des cagettes qui vont eux-mêmes aller soutenir des piquets de grève, qui vont alimenter des squats de migrants, qui vont permettre à des cantines populaires de faire de la bouffe pendant les manifs. Et c'est tout ça qu'on veut construire ensemble. Donc il est hors de question que la ZAD, ce soit quelque chose qui se replierait sur elle-même et sur une identité uniquement autonome. C'est pas ça l'enjeu, quoi. Le commun, c'est de continuer ce qui est collectif ici, c'est super important. Et c'est le message que j'ai l'impression que le gouvernement ne veut pas du tout entendre non plus. Bon, ça devient un peu compliqué. Est-ce que tu peux définir le commun pour toi ? Tout est lié ici, tous les projets ils sont liés entre eux.
comme exemple, je te donne les patates du groupe collectif de patates qui sont ici. Toutes les légumes, on les envoie sur d'autres chantiers dont d'autres personnes profitent. Je veux dire, tout le monde est lié, quoi. Si on partage les œufs ou les oignons, ça ne veut pas dire que chacun va s'approprier les poules ou le jardin. C'est-à-dire que l'usage d'un champ, l'usage d'un poulailler, l'usage d'un four à pain, etc., c'est des choses qui sont partagées et qui doivent être respectées par tout le monde. Respectées par tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout est à tout le monde. En fait, sûrement, je serais dégagé parce que je pense pas que je serais des gens qui sortent leur épingle du jeu. Je pense que la question qui fera que je reste ou pas, c'est est-ce que les gens avec qui je serai là encore après seront toujours prêts à faire... à assumer des revendications et des positions qui peuvent être particulièrement radicales, comme le non-puçage des bêtes, hein, qui en est une hein, pour moi, mais aussi l'accès libre, comme on en parlait tout à l'heure, aux besoins primaires, hein, l'eau, la nourriture, l'électricité, éventuellement. Il y a eu des phénomènes qui ont été très désagréables, de tentatives pour certaines personnes de dire c'est à Vinci, donc c'est à personne, donc c'est à moi. Avec effectivement des tentatives d'appropriation individuelle. Et là, il y a eu des bagarres sévères entre tenants de visions différentes. L'idée de ces déclarations individuelles, d'une part, c'est de fragmenter le... En fait, il y a plusieurs tactiques pour moi dans cette chose-là. Fragmenter le mouvement d'occupation, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que parmi nous, il y en a qui n'accepteront pas ces déclarations individuelles. Donc, leur but pour moi, d'une part, c'est de diviser à l'intérieur même du mouvement, encore une fois, la division. Je pense qu'il y a une démarche d'identification aussi des gens qui vivent là, qui n'est pas à nier. Hein, et je pense qu'elle est clairement assumée quand ils disent que pour eux, on s'anonymise, qu'il y a un moment, il faut se mettre dans la lumière, ceci, cela. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'intervenir ponctuellement sur des lieux en fonction des difficultés des lieux. Alors, tantôt, ça va être « Ah, ça, c'est pas un habitat légal ou c'est pas aux normes, du coup, on va faire une vérification sur cet habitat-là. » Et puis, le lendemain, ça va être « Ah, tiens, telle vache n'est pas pucée ou telle vache n'est pas suivie par un vétérinaire, donc on va venir sur ce lieu-là. » Si on individualise, en fait, toutes les choses qui se passent sur la ZAD, on se retrouve avec une... Enfin, l'État se retrouve avec une plus grande facilité à intervenir. Je dirais qu'on a un peu cédé aussi en remplissant ces fiches individuelles, ou à un moment de se dire « Ouf, peut-être on perd moins de plumes à faire ça », que en le tramant d'une manière qui n'est pas si individuelle. Hein. Ça reste quand même un truc global qui couvre tout le monde et tout ça. Mais qu'on perd moins en faisant ça qu'en restant juste sur le rapport de force sur le terrain. Et tout le monde ici est vraiment pas d'accord avec ça. Il y a un truc de tenter ça, puis de se dire on verra ce que ça fait, on verra ce que ça donne, mais on sait pas trop. La ZAD a une identité, une âme depuis ces dernières années, hein, qu'elle soit positive ou négative. Il s'est passé des choses ici, voilà, des conflits internes, mais il y a cette âme-là qui fait que la ZAD reste ce qu'elle est. L'expulsion de la zone non autorisée ou de la zone est de la ZAD, c'est une amputation claire et nette de cet imaginaire collectif, de cette multiplicité aussi. Pour moi, la ZAD, déjà, elle n'existe plus depuis qu'il y a plus de vie dans cette partie de la zone et plus d'imaginaire politique porté à leur manière aussi, hein, là-bas. En fait, la mort de la ZAD, moi je l'ai déjà acceptée parce que pour moi elle est déjà morte en fait. Tant qu'on n'aura pas réoccupé cette partie est de la zone. C'est pas le temps d'expérimentation, c'est l'expérimentation en elle-même. C'est rentrer dans les clous, vos gueules, cassez-vous, vous allez morfler. Enfin, le discours, quand on analyse le discours des politiques et des militaires, c'est ça qu'ils disent. C'est ça, ils disent pas autre chose. Et vous êtes des pourris, et des ultra-violents, et des... je sais pas comment tu vois les ultra-violents d'ici, mais il y en a quand même qui sont... les schémas, les caricatures, ça le fait pas, quoi.
ça ne correspond pas du tout à la réalité. On parle ensemble, on est dimanche. À partir de mardi, il y a possiblement 2500 gendarmes et des blindés qui reviennent expulser et détruire tous les lieux d'Azad, sans absolument aucune distinction. Pour moi, l'immédiateté, c'est de répondre à cette menace-là. Une fois qu'on aura écarté cette menace, on aura le temps de discuter le comment est-ce qu'on accepte ou pas, les contrôles, comment est-ce qu'on accepte le puçage, comment est-ce qu'on refuse la normalisation de nos existences et de nos pratiques, qu'elles soient agricoles ou non agricoles. On aura bien le temps de faire ça. Et moi je suis assez confiant sur le fait qu'on arrivera à construire un rapport de force, que si on arrive à rester à plusieurs centaines sur ce territoire, ça restera un territoire dans lequel la police aura du mal à rentrer, comme dans plein de quartiers, dans lequel les contrôleurs vétérinaires auront du mal à venir vérifier si les animaux sont effectivement bien dans les normes. Je pense, je suis même persuadé que la ZAD a vocation à rester un kyste dans la République française, et que moi j'espère bien que ce kyste, c'est l'expression était de Manuel Valls, quoi, qu'il a vocation à se développer. Voilà, moi j'espère que c'est un îlot de résistance, que c'est une commune libre qui a vocation à se fédérer avec plein d'autres communes, quoi. Pour les Amérindiens, enfin les différentes tribus indiennes, etc., c'était des modes de vie d'une extrême élaboration et avec non seulement des techniques, mais des techniques agricoles, des techniques de chasse, etc. Mais beaucoup plus que ça, une vision de la Terre, du cosmos, une relation avec la tribu continuait à vivre avec ses ancêtres, avec ses morts, etc. Donc toute une appréhension de notre mode de vie et qu'on a écrabouillé, et avec un mépris on a craché dessus, quoi. Et ça, c'est des crimes contre l'humanité.